Allô, j'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui, on se relance dans les analyses de vidéos de youtubeurs populaires dans le domaine de l'alimentation et du fitness. Et aujourd'hui, je vais parler de Justine Galis. Elle m'a été proposée par plusieurs personnes, donc je me suis dit que ça valait la peine que je jette un coup d'œil à son travail. Et là, comme d'habitude, l'objectif, c'est pas de venir être très négative, très méchante, mesquine, de juger les gens. C'est vraiment de partager en fait mon avis de nutritionniste par rapport à des propos qui ont pu être partagés dans des sources, par exemple dans des vidéos YouTube. Et je pense que ça va te permettre de te faire une meilleure tête sur la question et de prendre des décisions relatives à ta santé plus éclairées. Donc, si tu as d'autres suggestions de YouTubeurs que tu aimerais que j'analyse, mais en fait, j'analyse pas le YouTuber, j'analyse ses propos dans une vidéo, mais en tout cas, tu comprends le principe. Si tu as d'autres suggestions de vidéos que tu aimerais que j'analyse, n'hésite pas à me les partager en commentaire. N'hésite pas à me faire tes propositions aussi là, pour des prochains sujets. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mets un petit like à la vidéo si tu aimes ce style de capsule. Et avant de commencer officiellement, je te suggère également de t'abonner à mon infolettre pour que si tu veux recevoir des messages de ma part pour être informé quand le rabais va être officiellement débuté, ben, donc, la vidéo qui va être analysée aujourd'hui, elle se nomme « Je mange mes émotions, comment faire ?» et elle est créée par Justine Galis, qui a, en fait, sur YouTube, environ 465 000 abonnés. Et dans sa description sur la plateforme, il est écrit « Fit Girl prénommée Jeannette, un peu barrée mais ultra motivée, hashtag Team Galis, hashtag Team MyFit Challenge ». Et là, justement, je suis allée voir un petit peu sur sa page Instagram pour en savoir davantage à son propos. J'ai regardé ses publications, j'ai pris le temps de lire aussi les différents textes qu'elle partage. J'ai regardé ses stories aussi là, à plusieurs moments pour pouvoir mieux comprendre en fait son mindset, en fait ses objectifs aussi et sa philosophie globale. Tu pourras voir que sur Instagram, elle a environ 571 000 abonnés et sa marque, elle s'appelle Swole, sérieusement, je ne sais pas comment le prononcer, ou c'est juste peut-être l'abréviation SOWL Training. Et en fait, ça, c'est une marque de vêtements, à ce que j'ai pu comprendre. Et je pense qu'il y a aussi des entraînements, mais je ne suis pas sûre si ça fonctionne avec cette marque-là ou si ces entraînements sont indépendants à tout ça. Elle a aussi un programme, justement, de transformation du corps avec une petite flamme là, dans sa description. Et ça s'appelle justement MyFit Challenge Brûle Graisse qui est dispo sur son site web. Et je suis allée voir aussi sur sa page pour en savoir plus par rapport à elle, donc ses compétences, ses expériences qu'elle propose aussi aux gens. J'ai pu voir d'emblée qu'il y avait un pop-up de téléchargement gratuit pour un programme 4 semaines Fat Burner avec une photo d'elle très très découpée, beaucoup de seins mis en avant. C'est moins mon style. C'est une préférence personnelle. J'avoue qu'à ce niveau-là, moi, je suis pas à l'aise à montrer mon corps dans le cas où je le sais que les gens vont se comparer à moi, puis on a tous des corps qui sont différents, puis atteindre un corps comme le sien, ben c'est pas nécessairement sain pour plusieurs personnes. Et je suis pas à l'aise avec le terme non plus fat burner, donc qui brûle les gras. Mais bon, et plus tard sur le site, il y a aussi beaucoup de photos avant-après. C'est pas quelque chose que je prône. Je pense que c'est fait beaucoup de comparaisons, beaucoup d'attentes, beaucoup d'anticipation de ce qui pourrait nous arriver. Et souvent, les photos avant-après, on s'entend. Des fois, c'est pris dans des éclairages différents. C'est pris à des moments de la journée un peu différents. C'est pris quand on est un peu moins hydraté ou qu'on... Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. On est peut-être moins ballonné aussi cette journée-là. Fait que... faut en prendre et en laisser avec ça, mais ça, je pourrais vous en reparler prochainement. Elle offre également 2 programmes, donc comme j'ai dit tantôt, le MyFit Challenge 4, édition Replay, et il y en a une édition 3 Replay aussi. Pour pouvoir aller voir ces programmes, dans le fond, là, on va tomber sur une page sur laquelle on peut voir son MyFit Challenge 4 en édition Replay, et il y a le 3 également de disponible. Je vais cliquer sur le 4, on va pouvoir voir si je peux en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Donc là, il faut que je me connecte sur Facebook. Ce que je vais faire à l'instant pour aller voir ça, me connecter en tant que Cynthia Marcotte. OK, donc voilà, les entraînements, ou en tout cas les programmes, sont disponibles à 27 € et on peut profiter de l'offre en cliquant ici, ce que je ne ferai pas pour aller voir les détails, on s'entend, mais éventuellement, si tu voudrais que j'analyse ce genre de choses-là, je pourrais le faire, quoique là, c'est vraiment plus de l'entraînement physique et c'est moins mon champ d'expertise, je vais t'avouer. Si on continue justement avec la vidéo, elle va parler justement dans l'introduction de, si t'es
influencé par ton stress, par ton anxiété, si tu manges tes émotions. Elle va dire aussi que si tu es victime de tes pulsions, si tu as de la difficulté à te contrôler, si tes émotions commencent à dicter ta vie, ben cette vidéo-là est faite pour toi. C'est pas intriguant. Super intéressant comme amorce. Moi, j'avoue que ça m'a intrigué beaucoup. Et là, justement, on va commencer avec certaines phrases qui m'ont peut-être un peu plus titillé. Fait qu'on va les écouter ensemble. J'ai souvent l'impression qu'il faut avoir fait Bac+10 en médecine, en psychanalyse, en neuropathie, je ne sais quoi, pour avoir le droit de donner son avis. Donc là, justement, elle parle du fait que si on veut donner des conseils en nutrition, on peut aussi, en fait, en donner selon nos expériences personnelles et ne pas nécessairement avoir un bac en médecine, en psychanalyse et en neuropathie. Neurologie? Neuropathie? Neuropathie, je suis pas sûre. Mais bon, on pourra savoir là-dessus. Comprends ce qu'elle veut dire à ce niveau-là. Je pense simplement que en n'ayant pas nécessairement le background scientifique et la capacité à nuancer certaines informations, bien, on peut peut-être se mettre les pieds dans les plats et on n'est pas protégé là, du niveau, au niveau légal, en fait, lorsqu'on donne des conseils, surtout des personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, du point de vue du Québec, on n'a pas le droit, en tant que coach ou en tant que personne qui n'a pas de formation en nutrition officielle, de donner des conseils à des gens qui ont des maladies, par exemple le diabète, ou qui vont faire de l'hypertension artérielle, ou qui vont avoir des troubles alimentaires. Et je trouve ça important de préciser que c'est mon vécu, mon expérience et mon point de vue qui va être donné dans cette vidéo. Elle va faire un genre de disclaimer justement en disant que ce qu'elle partage, c'est ses opinions à elle par rapport à ça, c'est son vécu. Puis ça, je trouve ça bien quand même, au moins qu'elle avertisse les gens. Je suis d'une nature extrêmement stressée. Je mange mes émotions, beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais c'est pas quelque chose qui disparaît comme ça avec une vidéo YouTube, une pilule magique ou 2-3 conseils. C'est vrai, ça disparaît pas comme ça. Quand on a des troubles alimentaires ou une relation plus malsaine avec les aliments, on s'entend que la meilleure chose à faire, c'est d'aller consulter quelqu'un qui a une formation assez poussée dans le domaine pour qu'on puisse être entouré d'une manière sécuritaire. Déjà, sachez une chose, c'est que manger vis-à-vis de ses émotions de l'instant, de son humeur, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, tout le monde le fait. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus refouler, sachez-le, c'est normal. C'est vrai. Manger selon ses émotions, en fait, ça fait partie de la vie humaine. Tu sais, quand on a des expériences, on a des souvenirs, on a des émotions, justement, qu'on va vivre. Et il faut comprendre que tout ça, bien, ça a un impact sur nos préférences, sur notre sentiment de réconfort, sur notre sentiment de sécurité. Il y a plein de petites choses comme ça qui nous marquent sur le long terme et ça fait partie, là, comme je l'ai dit, de la vie. Et il faut pouvoir profiter de tout ça aussi, puis de voir ces choses-là d'un œil positif. Là où ça devient malsain, où ça devient compliqué, c'est quand la nourriture vient contrebalancer vraiment ces émotions, qu'elles viennent presque les compenser, comme une espèce de pansement. Ouais, je comprends son image de pansement. Donc, dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est que les aliments sont utilisés pour oublier un petit peu certaines émotions plus négatives, qu'on va venir un petit peu les étouffer avec ça, puis qu'on les gère pas, dans le fond, qu'on va juste essayer de mettre ça de côté pour puis penser, puis pour pouvoir passer à autre chose, mais que souvent, de ne pas prendre le temps de travailler sur ça, ben ça ne nous aide pas concrètement. Donc là, c'est là que le rôle d'une psychologue a tout son sens. Donc, je te suggère d'ailleurs d'aller suivre Jannick Coutu, donc qui est psychologue là, sur Instagram, sur TikTok également. Et on va travailler sur une formation vraiment cool, toutes les deux ensemble. Et c'est elle qui va la donner, bien sûr, c'est elle qui a l'expertise. Donc, si tu veux en savoir plus, il va y avoir un petit lien dans la barre d'infos pour que tu puisses t'abonner à notre infolettre pour avoir des nouvelles quand ça va être officiellement en ligne. Finalement, manger ses émotions, ça peut être aussi manger par ennui. Peut-être que ça a été votre cas d'ailleurs pendant le confinement, ou ça peut vous arriver dans une période où vous faites un peu chier, on va dire ce qui est, par mélancolie, par tristesse. Pour compenser cette sensation désagréable ou de profonde solitude ou de profonde tristesse ou dépression. Tu sais, c'est vrai, manger ses émotions, c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être négatif, mais ça peut être juste parce qu'on s'ennuie, on est plus neutre par rapport à nos sentiments, ou parce qu'on a de la mélancolie, de la solitude, de la tristesse, carrément de la colère. Ça peut être plein. Tu sais, il y a un gros éventail d'émotions qui existent. Vous savez, le sucre, c'est addictif, le sucre industriel, et sur le moment, ça nous fait des pics pas de bonheur, il y a des réactions chimiques, tu vois ce que je veux dire? Ça trompe un peu nos sens. Oui puis non.
En fait, le sucre va avoir, oui, des impacts sur notre cerveau, c'est bien certain. On a du plaisir lorsqu'on en consomme. C'est un aliment, un ingrédient qui est satisfaisant du point de vue du plaisir gustatif. Mais il y a plein de nuances à apporter par rapport à tout ça. C'est pas nécessairement addictif dans le terme où on peut le penser. D'ailleurs, j'en parle un peu plus dans ma formation à la fin. Il y a une leçon complète au sujet des dépendances alimentaires, principalement là, correspondant à le fait qu'on soit accro au sucre. Je vais aller à l'apéro avec mes collègues, je vais aller m'enfiler une planche de charcutes, du fromage et des bières, je l'ai bien mérité. Et puis après, finalement, on a parfois du mal à s'arrêter, on se dit « Oh, une de plus ou de moins, qu'est-ce que ça change? Perdu pour perdu, allons-y, remets-en une tournée, Jackie !» Ouais. En fait, cette attitude-là est vraiment associée avec la culture des diètes. Parce que au final, tu te dirais pas une de plus ou de moins, genre j'ai rien à perdre, ça fait pas de grosse différence, si t'avais pas dans ta mentalité que tout le reste du temps, tu te restreins puis que là, tu as fait un faux pas. Tu sais, le simple principe d'avoir fait quelque chose qui n'était pas adéquat selon toi, ben ça te donne l'impression que tu as échoué. Puis là, ben ça l'entraîne inévitablement l'envie de juste laisser faire et de juste se lâcher lousse et de juste manger n'importe quoi jusqu'à ne plus vraiment écouter ton corps. Donc ça va vraiment avec la mentalité des diètes, le concept selon lequel il existe des bons et des mauvais aliments. Et là, à ce moment-là, c'est ça qui va comme enclencher le processus là, problématique où quand on est en contact avec certaines choses qu'on ne mange pas habituellement, ben on a envie d'en prendre plus. On n'a pas été éduqué à l'école sur comment manger avec des bases de nutrition, c'est des choses qu'on n'apprend pas du tout. La plupart des foyers européens, mondiaux, n'ont pas forcément tous des bases en alimentation, à moins d'avoir quelqu'un dans le foyer qui soit spécialiste dans ce domaine. Le fait de ne pas avoir été éduqué à l'école sur l'alimentation, ça c'est problématique à mon avis. Là. Je pense qu'on devrait tous apprendre à cuisiner dès un jeune âge, être en contact avec une variété d'ingrédients, voir le côté positif de la chose, parce que certains parents ont peut-être moins envie de cuisiner. Des fois, l'ambiance à la maison n'est pas là, ou des fois, ils n'ont pas nécessairement les moyens aussi pour pouvoir mettre sur la table une variété d'ingrédients, tu sais. Fait que c'est pas... Il y a plein de contextes comme ça qui rendent les choses plus difficiles, puis le fait de mettre ça à l'école, ce serait vraiment une bonne chose. Quelqu'un qui a été élevé dans un foyer où la culture familiale tourne finalement autour de la nourriture très grasse, très sucrée, très riche, et qui va dire ça fait partie de ma culture, ça fait partie de mon bagage culturel. Pour moi, c'est quelque chose de très important et du coup, j'y mets une connotation positive. Et vous n'avez pas tort. Moi, chez les Arméniens, je peux vous garantir qu'il y a des trucs qui sont pas tout le temps healthy. Mais manger, c'est positif. Manger, ça devrait être agréable. Ça devrait être agréable de pouvoir aussi participer à la création de traditions, continuer aussi de perpétuer en fait ce qui a déjà été fait auparavant. Par exemple, si on a une recette de notre grand-mère qu'on aime beaucoup, qu'on a toujours consommé ensemble, en famille, puis que ça fait partie un petit peu justement de notre petite routine de bonheur là, quand on est ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire ça? Je sais pas. Même si les aliments sont moins sains, même s'ils sont plus denses, plus riches en énergie, qu'est-ce que ça change? Souvent, ces routines-là, c'est pas fait de manière très quotidienne, on s'entend. On se voit une fois par mois, une fois par année, et on mange le plat X. Par exemple, si c'est une fondue au fromage, si c'est une raclette, si c'était n'importe quoi, des poutines, tu sais, des choses que les gens vont se dire « Ah, ça, c'est très gras, c'est très riche en sel, c'est vraiment pas bon. » Mais tu sais, si t'en manges une fois, puis si t'en profites, puis si tu as vraiment du plaisir en savourant ce que tu manges, ce que tu as dans ta bouche, tu n'en mangeras pas trop, tu vas pouvoir écouter ton corps, puis ça va être le fun. Ça va être juste bien plaisant. Il va pas avoir le même rapport à la nourriture que quelqu'un qui va être élevé dans un foyer où, par exemple, il y a un diététicien, un coach ou quelqu'un qui est expert dans l'alimentation, ou des gens qui ont été élevés avec des réflexes plus healthy lifestyle, plus sains que la moyenne. Au contraire, pour moi, le fait de normaliser les aliments, de faire en sorte qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments lorsqu'on éduque nos enfants, bien, ça participe à lui permettre d'avoir une meilleure relation avec tout ce qu'il peut manger. Donc, à ce moment-là, il ne va pas avoir l'impression que s'il est face à un dessert, que c'est quelque chose de spécial et qu'il doit en manger beaucoup. Si on vient dans le côté plus obsédé par l'alimentation, c'est pas mieux non plus, là. Faut comprendre que nous, les nutritionnistes, souvent, en règle générale, ce qu'on a appris à l'école, c'est vraiment d'avoir, à l'école, peut-être pas nécessairement, mais plus tard, dans notre parcours, on a appris que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une diversité alimentaire, puis de pas établir de pression par rapport au repas, puis d'avoir du plaisir, puis tout ça. Mais si t'es élevé par un coach qui est obsédé, puis qui va jamais mettre d'aliments qui sont plus transformés, par exemple, sur la table,
Ben, quand tu es en contact avec ça, ben, tu vas avoir envie d'en manger beaucoup. Ça mène à d'autres problèmes. Les extrêmes, c'est jamais bon. Et quand vous faites ce style de craquage, bah finalement après vous culpabilisez. Et vous vous dites, allez, demain, je reprends tout à zéro, faut que je compense absolument cet écart que j'ai fait. En plus, on voit sur YouTube tout et son contraire en termes d'information. Donc c'est hyper dur de pouvoir s'y retrouver. Ouais, mais ça, c'est encore là, c'est la conséquence de la culture des diètes, de la restriction, de la culpabilité, des règles alimentaires. Si t'as pas ça, tu culpabilises pas quand tu manges quelque chose d'autre parce que ça fait partie de la vie. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi on mange nos émotions. C'est une question que j'ai mis du temps à me formaliser, c'est même une question que je ne me suis pas posée tout de suite. Parce que pour moi, c'était juste lié à la gourmandise, du grignotage pendant longtemps. Après, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais moi j'ai quand même l'impression que ces problèmes-là viennent souvent des femmes. Alors est-ce que c'est lié aux hormones ou au fait aussi peut-être qu'on a une plus grosse pression sur le corps de la femme? Ici, le problème principal, c'est l'obsession vis-à-vis du corps parfait, vis-à-vis de la santé. C'est ça qui est problématique. Parce que ouais, il y a quand même une sacrée pression sociale sur la femme. Même moi, en tant que fit girl sur les réseaux sociaux, influenceuse fitness, je suis constamment attaquée, vous l'avez vu parfois en commentaire, sur mon physique. Alors que je suis sportive, je me sens bien dans ma peau, moi je me trouve très bien comme je suis, je veux encore progresser. Mais les gens, ils te diront toujours que t'es pas assez shredding, assez musclé, assez ci, assez ça. Quand même assez triste. Oui, mais en même temps, je sais pas si elle réalise, mais elle participe aussi à ça en tant que fit girl sur les réseaux sociaux qui partagent des images d'un corps qui est souvent inatteignable pour plusieurs individus. Donc, si elle se sent mal par rapport aux critiques qu'elle reçoit par rapport à son corps qui est vraiment dans les standards, on s'entend, de beauté actuelle, je sais pas si elle imagine à quel point les gens qui ont un corps qui est différent au sien, comment ils doivent se sentir. Du coup, t'as compris, c'est ton pire ennemi, le shaitan. C'est très tabou comme sujet parce que quand on est influenceur fitness, il faut rester sur son piédestal, il faut donner l'exemple. Alors autant on nous reproche de montrer des fois qu'on est trop parfait, que c'est pas la vraie vie, que c'est fake, mais autant dès que tu te montres un peu plus vulnérable, et ben tu es lynché sur la place publique par les coachs, les diététiciens, les nutritionnistes, que sais-je, qui t'accusent d'avoir des TCA et de les transmettre aux autres. Et c'est très compliqué de parler de ces sujets-là. Ça, j'avoue que j'ai pas compris le mot. Je sais pas si c'est la chétane, c'est ça que j'ai compris, mais je sais pas ce que ça veut dire. Quand j'ai été voir, ça avait l'air de dire que c'était comme le démon un petit peu. Fait que j'ai pris pour acquis que c'était ça. Puis ensuite, elle parle de vulnérabilité. Puis ça, en fait, je vois pas pourquoi les gens voudraient nous accuser si on ouvre notre cœur, si on parle de nos vrais sentiments. Je pense même que ça nous rend plus accessibles. Mais c'est certain qu'il faut pas mélanger les cartes. À certains moments, il y a des influenceurs qui vont quand même faire des affirmations ou partager des informations qui peuvent mener certains individus vers les troubles alimentaires. Que ce soit d'imposer des règles, mais aussi de dire qu'on a compensé d'une certaine manière ou qu'on a fait telle x chose pour venir contrebalancer. D'ailleurs, je vais faire, ou si c'est pas déjà en ligne, là, il va y avoir une vidéo par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir fait un cheat meal ou un cheat day? Et ça, je vais en reparler, mais je pense que ça mène vraiment tout droit vers des troubles au niveau de la santé mentale et de la relation avec les aliments. Pourquoi, dès que je vais quelque part, dès qu'il y a un buffet, j'ai besoin de manger, pas forcément énormément, mais de manger tout de suite parce que j'ai peur de manquer. J'ai pas vécu dans la pauvreté. J'ai jamais manqué de rien. J'ai été élevée dans l'amour, mes deux parents sont toujours ensemble, mais j'ai cette putain d'impression de toujours avoir peur de manquer. Justement, ce genre de comportement-là, le fait d'avoir vraiment toujours peur de manquer de quelque chose, ça démontre qu'à un jour ou l'autre dans la vie, il y a eu une forme de restriction. Puis la restriction nous entraîne inévitablement à avoir envie de manger plus de cet aliment-là lorsqu'on y a accès. C'est tout. Bon, ok, ça va être plus complexe que ça, mais on s'entend, c'est une situation qui est vécue par plusieurs personnes. Tu prends me dire en commentaire si c'est ton cas. J'ai réappris à prendre plaisir à manger sainement et ne plus le voir comme une contrainte ou comme une punition ou comme un régime. Parce qu'on est justement perpétuellement dans cette culture du régime. Moi, le nombre de fois où j'entends des gens qui sont pas forcément dans le sport, en plus de ça, qui disent « Oh, j'ai craqué pendant ma semaine, je vais refaire un régime et puis je vais manger salade, je vais sauter des repas, enfin tout ce qu'il faut pas faire en fait finalement. » Oui, on vit présentement dans la culture des régimes, la culture des diètes. C'est un environnement qui est souvent malsain et qui nous porte à avoir des pensées qui sont moins équilibrées ou peut-être moins positives par rapport aux aliments. Les réseaux sociaux aident pas et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les fit girls participent à ça alors qu'au contraire, et je trouve que ça se fait encore plus ces dernières années, après tout dépend de comment s'interpréter toujours, mais on parle beaucoup plus de lifestyle, de bien-être, surtout chez les influenceuses femmes. Mais oui, indirectement, malheureusement, les fit girls vont participer à ça. En tout cas, moi, c'est mon avis sur la question. Vous pourriez me dire ce que vous en pensez, mais
c'est pas nécessairement des objectifs qui sont réalistes, qui sont sains, dans le sens où lorsqu'on partage aux gens des informations qui leur permettent de moduler leur apparence et qu'on met aussi l'accent beaucoup sur ça, ça fait en sorte que les gens qui n'arrivent pas à ajuster leur corps ou à atteindre des objectifs qui se sont fixés, ben ils ont l'impression d'être des perdants, d'avoir échoué, puis de ne pas être capable. Puis quand on n'est pas capable, ben on se sent vraiment pas bien. Même si on a fait tous les efforts nécessaires pour y arriver, là, ça se peut que notre corps ne change pas parce que la génétique joue un grand rôle ici, là. Donc, certaines personnes vont pouvoir être facilement plus minces, d'autres personnes vont conserver un corps plus rond. Et ça fait partie de la beauté de la nature. Et même si on parle de cheat meal, faut pas voir ça comme un repas imposé, un repas qu'on se prive toute la semaine. On essaie d'expliquer aussi à des gens qui n'ont pas du tout de notion d'équilibre que se faire plaisir est important, mais se faire 2 fast-food par semaine, ok, mais tous les jours, ça aura un impact, non seulement sur leur physique, mais aussi sur leur santé. Et ça, c'est une réalité. Ouais, non, moi je suis vraiment contre les cheat meals. Je vais en reparler encore, mais non, je considère pas que c'est une façon balancée, équilibrée, puis bonne pour nous aussi de voir les choses. J'en ai parlé entre autres dans ma vidéo d'analyse de la vidéo de Aline Dessine, si je me souviens bien, et j'en ai parlé également là, dans mon analyse là, de Sissi Mua. Si t'as pas vu ça, je vais te mettre ça en bas. Des psys, ça peut être aussi des nutritionnistes, des diététiciens. Oh yeah! Parler avec des psychologues, des nutritionnistes, des gens qui ont des formations dans le domaine. Comme ça. Moi, j'englobe vraiment tous les corps de métier. Je vais même parler aussi un peu des médecines alternatives, magnétiseur, acupuncteur. Je laisse le champ des possibles. Non, mais là, t'étais sur une bonne voie. À mon avis, les médecines alternatives, ça peut être intéressant. Je suis pas contre l'idée, mais je pense pas nécessairement qu'on puisse comparer la médecine traditionnelle à l'acupuncture ou au magnétiseur. Et là, j'ai fait des recherches par rapport à ça parce que j'avoue que je ne m'y connaissais pas nécessairement en magnétiseur. Et on va dire que c'est un type de guérisseur. Souvent, c'est ça qui est écrit là, guérisseur, magnétiseur, magnétiseur, guérisseur. Et c'est une personne qui pratique la médecine non conventionnelle en utilisant le magnétisme animal ou mesmérisme afin de soulager des douleurs ou de guérir. Et ça, c'est pas reconnu par l'association de médecine. Et c'est souvent plutôt trompeur et parfois inapproprié, là, à mon avis. Je pense que justement, on devrait considérer ces médecines-là comme étant des traitements, mettons, en dernier recours, là, ou complémentaires à autre chose, mais on devrait peut-être pas se tourner à 100% vers ça puis mettre de côté là, la médecine plus classique. Je pense que ça peut être dangereux si on fait ça. Je sais que les gens ils aiment bien dire non, il y a que ceux qui ont le diplôme d'État qui peuvent aider, mais j'en ai vu des diététiciens diplôme d'État qui m'ont sorti de ces merdes, qui étaient à la vieille école et qui te sortaient des trucs de Mathusalem. Et je pense pas non officiellement que ça prend un diplôme universitaire pour donner des conseils aux gens. Là. Je pense que il faut prendre ça aussi avec des nuances pour s'assurer en fait d'être assez équipé pour pouvoir soutenir les gens et de savoir où sont nos limites, de les imposer et de le dire lorsqu'on n'est plus à l'aise et de référer aux besoins des gens à des professionnels qui vont être peut-être plus habitués à donner des conseils à ce genre de clientèle-là. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'il est important de s'aimer soi-même et de comprendre ces choses-là profondes. Yeah. C'est pas en devenant mince qu'on vous allez être heureux. Tellement d'accord avec ça. Le corps, là, ça devrait pas être un objectif parce que tu as le droit d'être heureux. Tu devrais être heureux, heureuse, peu importe de quoi t'as l'air. Alors bien sûr qu'il y aura de la gratitude en atteignant nos objectifs physiques pour se sentir mieux dans sa peau, pour être fier de son travail, de ses efforts, mais c'est pas une finalité en soi. Et là, où ça vient un petit peu me gosser, je dirais que c'est le bout où elle nous dit justement « Tu peux t'accepter comme peu importe ton corps, mais les pertes de poids, c'est quelque chose que je recommande, puis elle endosse vraiment le processus là, vers l'amaigrissement, puis vers la réduction du gras, vers le corps parfait, vers le ventre plat, vers les cuisses avec le tight gap, tout ça comme ça on appelle ça, bref. Le gap entre les deux cuisses, la petite craque entre les deux cuisses, c'est quoi, comprends, les bras amincis. Le sport, c'est toujours quelque chose que je vous recommande d'avoir dans votre vie parce que, ne serait-ce que pour les endorphines, déjà quand vous vous sentez malheureux, aller faire une séance de sport, ça fait du bien parce que les endorphines vont être là pour vous amener des sensations de bien-être et de bonheur qui vous éviteront de vous jeter sur la première tablette de chocolat venue. Oui, faire du sport, ça fait du bien, mais on ne devrait pas utiliser le sport comme façon d'oublier. C'est la même chose avec l'alimentation, c'est la même chose avec tout dans la vie. Il y a des problèmes qu'on doit gérer.
Mais en même temps, le sport, je sais à quel point est-ce que ça peut nous aider à balancer un petit peu notre mode de vie, puis à, c'est ça, avoir des plaisirs qui viennent de d'autres endroits. Mais il ne faut pas non plus s'imposer une routine de sport inaccessible. Je déplore vraiment de voir sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Oui, bah mange, écoute ta faim, écoute ton corps, fais les choses de manière naturelle. » Mais aller dire ça à quelqu'un qui n'a pas de notion de son propre corps, qui ne sait même pas ce que c'est que manger normalement, qui pense que manger normalement et écouter ses envies, c'est justement être sujet à ses émotions, qui va manger des fast-food tous les jours parce qu'il pense que ça le rendra plus heureux, bah, il ne va pas comprendre ce que c'est que manger naturellement dans le cadre de sa santé. Oui, mais non, parce que dans le sens où la faim, c'est vrai que c'est difficile pour certaines personnes de pouvoir percevoir les signaux de faim, de pouvoir percevoir les signaux de rassasiement lorsqu'on est plus faim, qu'on a le ventre plein, tout ça. Qu'après avoir fait plusieurs diètes, tout ça, ça peut être mélangé dans notre tête, puis que des fois, ça prend un petit retour sur une base plus classique pour pouvoir graduellement reprendre confiance en nous. Mais c'est pour cette raison-là, en fait, que moi, je vous partage des informations quand même en ce qui a trait à la nutrition. J'essaie quand même de rester très, en fait, le plus possible neutre par rapport à ça, mais en même temps, on s'entend qu'il y a certains nutriments qui vont nous faire nous sentir mieux et il y en a d'autres qui vont nous faire nous sentir moins dans notre état, là, où on est, c'est comme plein d'énergie, tout ça. Et il faut aussi le comprendre, mais je pense que c'est une question de connaissance, mais aussi de savoir mettre en pratique connaissance, puis de ne pas devenir obsédé, de ne pas devenir trop consciencieux, de ne pas devenir, tu sais, essayer de tout appliquer à la lettre, là, tu sais, ça ne marchera pas dans ce cas-là. Je pense que c'est ça, il faut en prendre et en laisser, et faire avec, tu sais, les choses qui nous plaisent. Je sais que c'est pas toujours hyper bien reçu, mais moi je vous recommande souvent de compter. Pas dans le but de devenir des athlètes bikini, pas de compter toute l'année. Compter pour se rendre compte qu'on mange pas équilibré, qu'on mange pas assez de protéines ou qu'on ne mange même pas assez. Avoir un outil pour jauger son alimentation. Oh non! 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 Compter ses calories, premièrement, c'est pas une bonne idée, ça ne sert pas à grand-chose. Deuxièmement, compter ses macronutriments, ça peut te donner une petite idée de ce que tu manges puis t'aider à te rediriger dans la bonne direction, mais on s'entend que ça devient vite une obsession. Et pour l'avoir fait, je ne le recommande pas. Si tu doutes vraiment de ce que tu manges, si tu penses ne pas manger suffisamment de fer ou suffisamment de protéines ou suffisamment de quelque chose, ben, va consulter une nutritionniste qui va pouvoir faire le travail pour toi, qui va pouvoir aller regarder justement tes habitudes alimentaires, évaluer est-ce que ça correspond à tes besoins, est-ce que tu pourrais peut-être faire des petites modifications dans tout ça pour peut-être te sentir encore mieux puis t'assurer d'avoir une santé encore plus optimale. En même temps, il faut en prendre puis en laisser, il ne faut pas virer fou avec tout ça, puis virer fou avec les détails, puis de là à peser les choses. Donc là, c'est ce qu'elle recommande là, plus tard aussi, de peser les aliments parce que c'est encore mieux. Puis quand on commence à peser, souvent on va faire comme, oh mais là, t'as qu'à faire, je vais peser mes carottes, t'as qu'à faire, je vais peser mes concombres, t'as qu'à faire, je vais peser mes céleris. C'était extrêmement nocif, ne le faites pas. Je pensais que 1800 calories c'était pour la prise de masse. Ouais. Aujourd'hui, je suis en déficit à 1800 calories. J'ai moins l'idée de partager les objectifs de calories. T'sais, je sais qu'elle en parle ouvertement parce qu'elle veut donner une idée en fait là, de ce à quoi ça ressemble un apport calorique plus optimal pour une femme de sa taille. Ça donne une idée globale, mais ça peut aussi nous entraîner à nous comparer un peu trop, à nous remettre en question si nous, on n'a pas assez faim pour manger ça, ou si au contraire, nous, on a l'impression qu'on mangerait vraiment plus que ça. Puis, tu sais, nos besoins, ils varient en fonction de plein d'autres petites choses. C'est pas seulement ton poids, c'est pas seulement ta corpulence ou ta répartition de compartiments corporels. Tu sais, il y a ta génétique, il y a tes habitudes, il y a plein d'autres choses. Fait que ajuster de façon personnalisée, c'est toujours mieux. Puis quand on donne des mesures comme ça, ben ça nous entraîne indirectement à se sentir coupable si on mange pas quelque chose qui ressemble à la recommandation ou en tout cas à ce que l'autre personne qu'on admire consomme. Il y aura forcément une phase d'apprentissage. Vous allez tester plein de choses pour voir ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez le faire en autodidacte ou comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous faire aider par des professionnels. Investissez, hein, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire dans votre vie, de savoir comment manger. Longue période d'apprentissage, c'est important de s'entourer comme il faut, comme ça. D'ailleurs, ne voyez pas vos assiettes de manière individuelle. Essayez de voir vos repas sur le contexte de votre journée de manière globale. Déjà, ce petit schéma-là, cette petite gymnastique va bien vous apporter, vous faire déculpabiliser. Considérer l'alimentation comme étant quelque chose de très sur le long terme. Tu sais, ce que tu as mangé aujourd'hui, ça se peut que ça ne soit pas représentatif de ce que tu manges sur les semaines.
Donc là, je tiens à mentionner, je suis vraiment désolée, je viens de remarquer que mon micro, il s'est déconnecté. Fait que là, j'avais comme un son vraiment désagréable, j'en suis vraiment désolée. J'espère que tu auras pu apprendre, j'espère que ça t'aura aidé aussi à peut-être nuancer, ajuster tout ça à ta situation. Et comme j'ai dit, n'hésite pas à me faire signe si tu n'es pas d'accord avec moi, je suis vraiment ouverte, j'adore ça, discuter avec vous. Et c'est ça, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas non plus de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si tu as aimé ça. Puis partage également tout ça avec tes proches, ça m'aide énormément. Voilà, passe une très belle journée et à bientôt. Bye!